Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, comment avance le processus de paix au Mali? Plutôt bien selon le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui appelle néanmoins à renforcer le processus de désarmement. Yaoundé, capitale camerounaise, accueille la deuxième conférence des écoles nationales d'administration d'Afrique, une conférence dont l'enjeu est d'introduire des principes de la gouvernance publique responsable dans les programmes de formation. Et puis le débat sur le franc CFA passionne toujours autant. La jeunesse burkinabé a pu défendre ses arguments en présence de l'ex-ministre française Christiane Taubira lors d'une visite aux étudiants à l'université Joseph Kizerbo. Des retards, certes, mais aussi des progrès. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, salue l'avancée du processus de mise en œuvre de l'accord de paix au Mali, mais 2019 semble être l'année de tous les défis pour le gouvernement. Explication avec Siamlo Victoria Sedi. Dans un rapport publié début 2019 par les Nations Unies, le secrétaire général Antonio Guterres s'est prononcé sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'accord de paix de 2015 au Mali. Un processus qui a beaucoup progressé ces 6 derniers mois selon lui, malgré la menace terroriste. En dépit des multiples défis auxquels fait face le Mali, dont plusieurs ne sont pas encore pris en compte, j'apprécie les progrès réalisés par le gouvernement et les groupes armés signataires de l'accord de 2015 depuis la prise de fonction du président Ibrahim Boubacar Keïta le 4 septembre 2018. Parmi les actions positives enregistrées, le président Ibrahim Boubacar Keïta avait créé courant septembre 2018 un ministère de la cohésion sociale chargé de coordonner l'action gouvernementale. À ce jour, le retour des services administratifs dans les régions de Kidal, Ménaka et Tombouctou serait effectif et 1400 anciens combattants ont été encouragés à déposer les armes. Aujourd'hui, il n'y a plus de préalable, il n'y a plus de prérequis comme on l'a souligné dans un passé récent. Je pense que ce qui restait du côté du gouvernement, c'est un peu le déverrouillage constitutionnel pour prendre en compte dans la nouvelle constitution des nouvelles dispositions des accords issus du processus d'Alger. Mais cela est déjà programmé. Si la détermination des parties signataires à œuvrer pour l'application de cet accord semble satisfaire les Nations Unies, de nouvelles sanctions ne sont toutefois pas à écarter pour contraindre les parties impliquées. Le secrétaire de l'ONU a appelé notamment à renforcer le processus de désarmement pour plus de 36 000 combattants volontaires. Ça y est, le nom du successeur de Guillaume Soro à la tête de l'Assemblée nationale ivoirienne est désormais connu. Il s'agit d'Amadou Soumaoro, candidat du RHDP. Il remporte ainsi le duel face au candidat du PDCI, Jérémy Gouana. On fait le point tout de suite avec Siamlo Victoria Sedi. L'Assemblée nationale ivoirienne a un nouveau président. Il s'agit d'Amadou Soumaoro, ancien ministre auprès du président de la République chargé des relations des affaires politiques. Candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, il a été élu jeudi 7 mars avec 153 voix sur 158 exprimées. Sur les 252 députés que compte le Parlement ivoirien, seulement 178 étaient présents. Le mode de scrutin étant la pomme de discorde. Justement, on respecte ce vote secret. Mais quand il y a des bulletins multiples, ça ne respecte plus le vote secret. Le bulletin unique préserve le secret du vote. Le mandat du député est un mandat non impératif. Dès qu'il arrive à l'Assemblée nationale, il est dans l'enceinte du palais du peuple. Donc, il fait des choses conformément aux intérêts du peuple. Donc, quand il vote, le vote doit être secret, avec un bulletin unique. Notons que le Parti démocratique de Côte d'Ivoire de l'ex-président Henri Konan Bédié, le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire et Vox Populi ont boycotté ce vote. Les dernières élections locales de 2018 avaient déjà soulevé des inquiétudes au sein de la classe politique sur la tenue des prochaines échéances. Elles avaient en effet suscité des heurts avec à la clé des pertes en vies humaines. Nous sommes allés de difficulté en difficulté. Regardez les dernières élections dans des endroits comme à Bassam où on a brûlé des bulletins, on a déchiré des urnes, où on a empêché des gens d'aller voter. Est-ce que ça augure des lendemains qui sont bons? Non, pas du tout. Amadou Soumaoro succède ainsi à Guillaume Soro qui a démissionné en février 2019 pour exprimer son refus d'adhérer au RHDP que dirige son ancien allié Alassane Ouattara, l'actuel président ivoirien.
Comment se porte la gouvernance publique responsable au Cameroun? Eh bien, la question est au cœur d'une conférence à Yaoundé, conférence qui réunit les cadres d'administration et autres formateurs. Il est question de construire une administration publique performante. Les détails avec Corinne Gamsefem. Faire de l'homme le fondement et la finalité de toute action de gouvernance, c'est cette approche qui caractérise la gouvernance publique responsable. Celle-ci est au centre de la conférence qui s'est tenue à Yaoundé du 4 au 6 mars 2019, co-organisée par le Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement et l'École nationale d'administration et de magistrature du Cameroun. Objectif général des travaux, penser et structurer des mécanismes pour l'introduction des principes de la gouvernance publique responsable dans les cursus de formation des administrateurs. L'enjeu de cette rencontre, c'est de permettre aux écoles nationales d'administration de pouvoir intégrer cette nouvelle dimension qui est celle de à la fois l'affirmation de l'authenticité des pays africains et l'ouverture sur le monde, la rencontre de l'autre. La gouvernance publique responsable qui suppose une gestion intégrée des communautés se calque sur les objectifs du développement durable dans une perspective africaine. Il s'agit, selon les experts, de tracer une trajectoire vers la construction d'une administration publique performante et de qualité dans les pays d'Afrique. Vous ne pouvez pas gouverner les gens avec une culture qui ne leur ressemble pas. De toute façon, qu'ils le veuillent ou non, ça ne se passera pas bien. Il n'y a donc pas, de notre point de vue, une sorte d'incompétence génétique chez les pays africains. Il faut pouvoir mêler les stratégies de gouvernance avec les cultures d'élection, c'est-à-dire les cultures africaines. C'est depuis 2015 que le Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement vulgarise le concept portant sur la gouvernance publique responsable pour l'amélioration de la qualité de la formation des administrateurs en Afrique. La jeunesse burkinabé aux premières lignes du débat sur le franc CFA, un engagement remarqué et salué par l'ancienne ministre française Christiane Taubira lors d'une visite au pays des hommes intègres. Voyez ce reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Au Burkina Faso, les jeunes occupent de plus en plus une place prépondérante dans le débat sur le franc CFA. Ils prennent d'assaut les espaces publics dédiés aux échanges sur la question et jouent très souvent le rôle de contrepoids dans le débat. Une présence active que n'a pas manqué de saluer l'ex-ministre française Christiane Taubira lors de son récent passage à l'université de Ouagadougou où elle a pu donner sa position sur le sujet. Je vous dis très franchement ce que je viens de vous dire. Le CFA, comme toute monnaie au monde, doit être un instrument de souveraineté. Il n'est pas, dans les faits, un instrument de souveraineté et par conséquent, je considère que le débat est légitime. L'arrimage du franc CFA à l'euro ne participe guère à l'indépendance réelle de nos pays, selon certains analystes. Et pour ces étudiants, il faut se situer du bon côté de l'histoire. Je me suis dit qu'un ex-ministre français qui veut venir animer ce thème, c'est important qu'on vienne assister pour savoir ce qu'elle va dire, pour que ça n'embarque pas les étudiants dans un sens qu'on ne voudrait pas. Nous pensons que ce que les uns et les autres ont dit sur cette bataille-là que nous allons remporter, que nous allons renverser l'Occident qui est en train de brimer les intérêts des pays africains. Rappelons que le débat sur le franc CFA a refait surface ces dernières semaines. Sur le continent comme en Europe, les manifestations s'accentuent au point de susciter de vives polémiques entre élites africaines. Cette monnaie, il faut le rappeler, est utilisée par 14 pays africains. Des trésors historiques recouverts de poussière. Depuis 2014, le musée du Château Rouge en Libye n'a reçu aucun visiteur. À l'instar de ce site, c'est le patrimoine archéologique de ce pays qui est menacé par l'insécurité. Les détails avec Aïssatou Bari. Le Grand Musée national du Château Rouge de Tripoli a fermé ses portes depuis 2014, soit 3 ans après le début du conflit armé en Libye. Plusieurs autres musées ont subi le même sort à raison essentiellement des conditions de sécurité et au fin d'éviter les pillages des œuvres d'art selon les autorités. Ici, par exemple, on retrouve des antiquités vieilles de plusieurs siècles. L'autorité des antiquités a pris diverses mesures, dont la sécurisation des musées. Elle fonctionne par le biais d'un comité créé en 2015 appelé Crisis Committee. Ce comité avait pour objectif principal de sécuriser tous les musées en activité dans le pays. Cette décision a été précédée par la décision de fermer tous les musées libyens en raison des conditions de sécurité.
Le musée national a été construit sur les ruines d'un temple romain. Il a été rénové en 1988 et représente l'un des principaux lieux d'exposition des antiquités libyennes. Nous pouvons dire que le nombre de touristes en Libye, qu'ils soient nationaux ou étrangers, a diminué de 99% depuis 2011. Ce n'est pas étonnant, étant donné les conditions difficiles dans lesquelles la Libye vit actuellement. Le musée du Château Rouge a ouvert ses portes en 1919. Il abrite une partie du patrimoine archéologique et historique de la Libye, notamment une collection de trésors néolithiques, préhistoriques, berbères, phéniciens, romains et grecs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.